Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission a été enregistrée dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Yes, we can. Touchdown on the moon. Restraint starting when yes means no to win. Girls no. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au secours! Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Je m'appelle Jeffrey, votre co-animateur, et j'ai l'immense plaisir de partager cette émission avec une personne sympathique, intelligente, dynamique et communiste. Mais bon, personne n'est parfait. Hélène Bernardo. Waouh, je sais que t'as écrit ça en 2 minutes, donc je suis vraiment, c'est vraiment plaisant à entendre tous ces compliments. N'hésite pas à en refaire au cours de l'émission. J'ai littéralement écrit ça en 2 minutes. C'est parfait. Tu m'as un petit peu vu sur l'ordinateur avant l'émission, hein, c'est ça? Comment ça va, Jeff? Ça va très très bien. Toi, Hélène? Ça va, je suis contente qu'on soit 4 pour cette émission. C'est la première fois qu'on se retrouve 4 autour du micro et qu'on est à majorité des femmes. Oui. Ouais. Puis des invités relativement connus, c'est-à-dire Oui. qu'on aime recevoir et revoir des gens qu'on avait déjà oui, invités. on était avec Linda Basque qui était avec nous l'année dernière. Bienvenue. Linda, vous, tu êtes coordonnatrice aux activités et aux services de l'organisme InfoFemmes. Re-bienvenue dans Apéro Cigare. Merci, je suis très heureuse d'être ici de nouveau. Et c'est-tu, s'il vous plaît? C'est-tu, parfait. Puis tu n'es pas venue seule puisque tu es avec Anna Loyer qui est chargée de projet pour l'opération Cocon. On va en parler plus précisément. Bienvenue Anna. Merci de nous accueillir. Un plaisir. Jeff, de quoi on parle aujourd'hui? Oh, là, tu me fais l'effet miroir, je m'en attendais pas du tout. En fait, on va parler de violences faites aux femmes parce qu'il y a une initiative justement ce mois-ci en lien avec ça et je veux laisser nos invités peut-être après. Là, tu m'as piégé. Tu m'as piégé. Non, tu l'as bien dit, c'est bientôt les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc fin novembre, début décembre, on va en parler plus en détail. Avant de se lancer dans ce sujet qui est quand même assez lourd et dont on doit parler avec prudence puis avec bien informé, on aimerait donner la parole à nos invités et vous demander de nous parler de votre étoile et de votre brique de la semaine. Donc un événement, quelque chose qu'il y a dans l'air en ce moment au Québec, dans le monde, de positif et une autre chose un peu moins positive que vous avez envie de critiquer aujourd'hui. Alors votre étoile et votre brique, Anna et Linda, on vous écoute. Je vais commencer avec la brique. C'est parce qu'après ça, on pourrait aller avec l'étoile, puis aller sur une note peut-être plus positive. Puis vous en douterez, avec le sujet de la conversation d'aujourd'hui, ma brique tourne autour, bien sûr, de tout ce qui est violence faite aux femmes et plus précisément les féminicides. Qui malheureusement se maintiennent. On peut pas dire encore s'ils sont à la hausse, mais je vous dirais qu'on a encore un nombre beaucoup trop élevé de féminicides au Québec. Puis avec un juste la semaine passée d'une jeune femme dans la région de Québec qui a été trouvée assassinée, disons qu'on n'a pas encore eu le rapport d'enquête, mais l'hypothèse était qu'elle avait été tuée parce qu'elle avait tenté d'aider une personne qui avait été victime d'agression. Donc, Donc, c'est ma brique, mais que encore en 2023, c'est encore un sujet très, très chaud et très présent. Donc, la tendance se maintient, en fait. Il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été un soubresaut post-pandémie ou non, c'est vraiment une... En fait, compte une augmentation post-pandémie, ce qu'on s'en doutait, là, et ça se maintient là encore aujourd'hui. C'est quand même très, très triste d'apprendre ça, malheureusement. Ouais. C'est pas mal tous les jours, partout dans le monde. Une moyenne trop élevée au Québec et partout.
Peut-être une étoile avant de retourner dans ce sujet soleil, là, ouais. difficile. Un peu de soleil. Ouais, là pour le coup ça va pas être de l'actualité, mais plutôt par rapport à nos pratiques aujourd'hui. C'est vrai qu'on a pris l'habitude que les différents organismes travaillent un peu en silo, travaillent chacun de leur côté à faire leurs propres actions, et on a tendance à voir qu'aujourd'hui les choses évoluent, et on le voit dans nos pratiques, en tout cas avec Opération Cocon, où il y a beaucoup plus de partenariats, beaucoup plus de collaboration, et vraiment pour le mieux pour aller vers une culture de la lutte contre les VCI. Donc ça, c'est quand même une étoile que je voulais mettre en avant pour nous sur l'île de Montréal, et puis on l'espère au-delà. Moi, je tiens à saluer le milieu communautaire. Bon, je me lance des fleurs aussi parce que je travaille là-dedans. Mais je tiens à saluer le milieu communautaire qui, heureusement ou malheureusement, fait un peu le travail que le gouvernement devrait faire. Donc, bravo à vous, bravo au partenariat que vous arrivez à faire, puis bravo à tout ce travail qui est fait sur le terrain. C'est comme une étoile brique au gouvernement que tu es en train de lancer. J'ai rien dit. J'ai nommé personne. On va être censuré sur les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez brièvement nous parler d'Infofemmes et plus précisément de l'opération Cocon, qui est votre initiative? Je vais partir avec Infofemmes. Infofemmes, c'est un centre de femmes. Au Québec, on est une centaine de centres de femmes. Il y en a un dans chaque arrondissement ici à Montréal. Un centre de femmes, c'est un lieu non mixte, un safe place, comme on dit, pour les femmes, où on a 3 volets habituellement. Un volet service, qui est un volet plus individuel, donc où on fait du référencement, de l'accompagnement, du soutien, intervention. On a un volet plus activité éducative, donc où on va offrir des cafés-rencontres, ateliers, conférences sur divers sujets qui touchent tout ce qui est conditions de vie des femmes, et bien sûr un volet plus d'action collective, de mobilisation, défense des droits. Moi, j'ai une question pour vous autres. Je vois de plus en plus d'itinérance, de pauvreté, crise du logement, particulièrement à Montréal. Est-ce que vous voyez une augmentation de votre clientèle aussi? Est-ce que vous voyez plus de gens dans vos portes, plus de besoins? En fait, oui, puis je te dirais que ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il y a une augmentation des demandes, puis il y a de moins en moins de ressources. C'est des listes d'attente. Fait que ça, comme travailleurs, c'est vraiment déchirant parce qu'on a des demandes et on doit dire aux personnes, on s'excuse, mais on ne sait pas où vous référer. Donc, c'est un peu où on en est, c'est le portrait présentement, là, je dirais, à Montréal, mais partout au Québec. Fournissez pas. On fournit pas. Après, ça vient faire un lien avec l'étoile d'Anna qui disait qu'il faut continuer à travailler ensemble. Je pense que c'est à nous toutes et tous de se mobiliser pour justement partager les ressources qu'on connaît, puis essayer de travailler de manière plus horizontale. C'est vrai qu'en termes de logement, de base, il n'y a pas les ressources malheureusement suffisantes au vu du nombre de demandes, et encore aujourd'hui, il y a trop peu de maisons d'hébergement d'urgence, il y a trop peu de maisons deuxième étape, il y a trop peu de logements abordables pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut, quoi. Mais oui, on continue quand même malgré tout de communiquer dès qu'on se retrouve face à ces situations, de communiquer avec les organismes qui pourraient potentiellement nous apporter des réponses. C'est ça, puis ça a un lien direct justement avec toute la question de violence conjugale intrafamiliale, parce que ça peut souvent être un des obstacles qui fait que les femmes ne sortiront pas de la relation violente. Elles peuvent se retrouver à la rue, il n'y a plus de logement, elles vont se trouver à la rien. rue. Absolument, absolument. C'est quoi l'opération Cocon? Alors, Opération Cocon, c'est un projet qui est porté par Infofemmes, qui est le résultat de différents constats. Donc, Mercier Hochelaga Maisonneuve, c'est le quartier avec le 2e plus haut taux de violence conjugale et le 5e de violence intrafamiliale sur l'île de Montréal. Le premier, c'est quoi? Montréal-Nord. OK, donc on est quand même... c'est une quartier qui est passablement défavorisé ou qui est difficile. Pour en avoir échangé un petit peu, c'est vrai qu'on retrouve un peu alors voilà, c'est un quartier qui est différent, mais on se retrouve un peu dans les mêmes situations où à Merciès, par exemple, on a au niveau du transport en commun, c'est quand même pas très développé. Montréal-Nord, c'est un peu la même situation. C'est des quartiers qui sont un peu plus éloignés, un peu plus enclavés. Donc c'est vrai que c'est finalement peu étonnant qu'on se retrouve avec de tels chiffres. Mais oui, effectivement. Et les autres constats, c'est que il y a eu plusieurs situations dramatiques à Merciès. Donc il y a eu un féminicide en 2016 et 2 infanticides en 2019.
Et toujours aucune ressource particulière pour accompagner les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales, à part Infofemme qui est généraliste, mais qui ne va pas avoir des spécificités particulières sur le plan judiciaire, de la santé ou autre. Donc l'idée c'était de comment pallier à ce manque au sein du quartier. Donc en 2021, on a obtenu un financement du ministère de l'égalité du Canada pour mettre en place une table de concertation. Du Canada. Oui. Donc c'est le fédéral qui s'intéresse Tout à fait. C'est le ministère des femmes et de l'égalité des genres. Ouais. Okay. Justin vous a signé ça, là. Un chèque en blanc. Il faut dire qu'au niveau fédéral, il y a beaucoup de soutien pour les initiatives en violence conjugale. Ça, faut quand même le nommer. Là. Donc, Est-ce qu'au provincial, il y a le même niveau d'engagement? L'engagement est plus spécifique. Il y a un engagement pour soutenir les cellules de crise, les cellules d'urgence, pour les cas de haut risque homicidaire. Haut risque homicidaire, oui, excusez. Mais pour tout ce qui est prévention, sensibilisation, soutien aux victimes post-séparation, c'est moins soutenu. En fin de compte, les centres de femmes sont absolument pas soutenus pour le travail qu'elles font en violence conjugale. On guérit, mais on prévient pas, c'est ça le... Exactement. On essaye de guérir. Ouais. Avec des pansements Des plus ou moins diachions d'Aura, efficaces. là. C'est ça. Mais donc voilà, donc Opération Cocon, effectivement, c'est un projet pour 3 ans pour le moment, donc le financement qui se termine en mars 2024. On est en plein dans les recherches de subventions pour pérenniser tout ça. Mais donc l'idée, c'est vraiment de mettre en lien les différents acteurs qui travaillent de loin ou de près avec les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales pour contrer tout ce qui est travail en silo, pour créer un réseau de soutien et un réseau de soutien auprès des victimes et auprès également des intervenants qui pourraient se retrouver bloqués face à certaines situations. La particularité aussi d'Opération Cocon, c'est que on met en place un filet de sécurité pour justement éviter que les victimes se retrouvent dans une situation de risque homicidaire, et aussi pour avoir une approche qui tient en compte les différents obstacles dont peuvent faire face certaines populations plus vulnérables. Donc, on parle familles migrantes et racisées, femmes issues de la communauté LGBTQIA+, femmes en situation de handicap, etc. Moi, j'ai plein de questions juste pour poser les bases de notre discussion. C'est quoi une violence conjugale? C'est quoi une violence intrafamiliale? C'est quoi un féminicide, un infanticide? Puis qui sont les femmes dont on parle? OK. Un cours de 45 heures à l'UQAM. Je vais commencer avec la dernière question parce que c'est la plus facile. Toutes les femmes. OK. Je dis toujours, il n'y a pas un portrait type de victime de violence conjugale. Toute femme peut, à un moment donné de sa vie, se retrouver dans une situation de violence conjugale. Puis ça, c'est souvent une des problématiques, parce que on a tendance à penser qu'un portrait type femme en situation de pauvreté ou femme, mais non, toute femme. Et c'est aussi, souvent, on va parler de la victime parfaite. Toute femme peut être victime. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants? En fin de compte, c'est des facteurs qui vont faire en sorte que c'est plus difficile soit d'aller chercher de l'aide ou de se sortir de la relation. Donc, comme je disais tantôt, des populations plus vulnérables, comme les femmes issues de l'immigration, racisées, de la communauté LGBTQIA2+, femmes en situation de handicap. Par exemple, pour les femmes en situation de handicap, il y a encore peu de maisons d'hébergement qui sont accessibles. Donc, c'est... Aucune. Peu. Il y en a peu. Peu, ok. Ouais. Moi, je vais y aller avec la violence conjugale. Oui. Donc, c'est vrai qu'on utilise tout le temps le terme violence conjugale pour que tout le monde puisse un peu plus s'identifier. On peut aussi parler de violence dans les relations intimes et amoureuses. C'est des violences qui vont se dérouler dans un contexte particulier, dans un contexte entre deux personnes qui ont un lien particulier, un lien intime, qui peuvent être au moment de la relation, qui peuvent aussi être après la séparation. Toutes les violences ne commencent pas pendant la situation de couple, mais peuvent aussi l'être à partir de la séparation. C'est des violences qui peuvent prendre différentes formes.
souvent on va avoir cette image de les victimes de violences conjugales, c'est des femmes battues, c'est l'image qui a souvent été véhiculée, alors qu'en fait la première forme de violence qu'on va retrouver dans les situations de violences conjugales, ça va être des violences psychologiques. D'ailleurs souvent souvent, ou en tout cas dans beaucoup de situations, les situations de féminicide où il n'y a pas forcément eu des situations de violence physique. La manipulation, du chantage. Voilà, ça a été tout ce qu'on peut, la majeure partie des choses qu'on peut voir, ça va être effectivement de la manipulation, du chantage qui vont faire que la personne ça a été compliqué de s'en sortir. Ça, on peut dénombrer jusqu'à une douzaine de différentes formes que peut prendre la violence conjugale. C'est pour ça que c'est tellement subtil et difficile à détecter. Et qu'on entend souvent après un féminicide ou une situation de violence conjugale médiatisée, les voisins tout le temps, « Oh, j'ai jamais rien vu, on le savait pas. » Il y a des signes, mais il faut savoir les reconnaître. Puis bon, c'est souvent, ça reste quelque chose qui est quand même caché, qui est pas forcément facilement détectable. Mais oui, effectivement, les violences peuvent prendre plusieurs formes. Donc, j'ai pas forcément les 12, mais pour en citer quelques-unes, on va avoir effectivement la violence psychologique, physique, sexuelle. On peut avoir la cyberviolence également qui tend à se développer de plus en plus. Chez les jeunes surtout. La violence économique, violence sexuelle, violence spirituelle. Violence administrative, tout ça. Wow. Ouais. Ok, donc là, il faut s'informer. J'imagine que les ressources existent, puis qu'on peut aller lire c'est quoi une violence, puis quelle forme ça peut prendre. Oui, par exemple, c'est vrai que si on prend le site internet SOS Violence Conjugale, on peut trouver tout plein d'informations sur quelles sont les différentes formes de violence, ce qu'elles représentent, ce qu'elles veulent dire, et c'est très accessible, donc c'est un exemple de site. Le site du regroupement des maisons d'hébergement également beaucoup d'outils. Il y a la bibliothèque de violence du Conseil du statut de la femme. Donc oui, et il y aura très prochainement notre site à nous aussi qui sera vraiment un endroit pour trouver toutes les ressources et tous les liens pour les différents outils qui sont disponibles. Toujours dans les définitions, c'est quoi une violence intrafamiliale? Ok. Donc la violence intrafamiliale, c'est les différentes formes de violence qui peuvent se passer au sein, cette fois-ci, de la famille. Donc on exclut tout ce qui va être la question du couple. Mais là, ça va être au sein de la famille, ça va être envers les enfants, ça va être envers les parents, envers les grands-parents. Donc voilà, c'est vraiment dans un contexte plus large familial où on peut retrouver ces formes de violence qui... C'est ça, et qui sont souvent interreliés. Si on parle du cas de l'infantricide qu'on a connu à Mercier-S, c'est le père qui a tué les 2 enfants. C'était le cas Pomarez. Et c'était pour se venger de sa conjointe qui l'avait laissé. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'intrafamilial, on lit avec conjugal, parce que c'est souvent une conséquence de... C'est difficile pour moi d'évaluer ou d'imaginer le fait de faire autant de mal à quelqu'un d'autre. Comment une personne arrive sur... Est-ce qu'on voit différents types de personnes ou est-ce que c'est juste de la détresse psychologique? C'est quoi l'archétype justement d'une personne qui pourrait... Ou il n'y en a juste pas des archétypes de... Encore une fois, il y a pas de comme il n'y a pas de profil de victime, il n'y a pas non plus de profil d'auteur de violence. C'est vraiment toutes les couches, mais c'est certain que, comme tu sais, qu'il y a des signes, de contrôle. On parle de plus en plus maintenant du contrôle coercitif qui permet justement de mieux déceler des instances de violence conjugale. De prendre en compte la globalité de la situation et pas juste un événement isolé. Parce que c'est des choses qui se font sur le long terme. Hein, et c'est insidieux, tu sais, parce que si on avait comme victime que les premières incidences de violence conjugale commençaient au début du couple, on quitterait assez rapidement. Mais c'est quelque chose qui s'installe à la longue, qui s'installe de façon insidieuse. C'est pour les auteurs de violence conjugale, c'est une question de prise de contrôle. Ce sont des personnes qui ont besoin de contrôler l'autre personne jusqu'à à lui faire des choses qu'elle ne ferait pas habituellement, de vouloir détruire la personne. Donc, si on avait à faire un portrait, ben c'est ça, c'est une personne qui a un grand désir de contrôle, qui a très peu d'estime de soi. Faire attention de ne pas faire les amalgames. Hein. Souvent, on va voir, suite à
situation de violence conjugale, on va dire la personne avait des problèmes de santé mentale. Donc, c'est pas parce que la personne a des problèmes de santé mentale qu'elle va être une personne violente, et on peut être une personne violente sans avoir de problèmes de santé mentale. Et même chose pour la consommation de drogue ou d'alcool. Justement, vous êtes du côté des victimes. J'imagine qu'il existe des ressources pour des potentielles personnes qui pourraient faire preuve de violence aussi. Est-ce qu'on peut trouver des ressources facilement? Est-ce qu'il faut se diriger vers les centres de femmes? Est-ce qu'il faut se diriger vers le soutien en santé mentale, justement? Il y a des groupes spécifiques pour les auteurs de violences, quand même, qui existent. Après, c'est vrai que, faut se le dire, il y en a moins que des ressources pour les victimes. Ça tend quand même à se développer. Il y a eu, dans la dernière foulée de subventions que le gouvernement a offert pour les groupes en violence conjugale, il y avait quand même un montant pour les groupes qui travaillent auprès des auteurs de violences conjugales. Nous, c'est certain qu'on fait les références. Notre table aussi, Opération Cocon, fait les références. Pour l'instant, on n'a pas de groupe qui travaillent auprès des auteurs au sein de la table. On espère éventuellement qu'ils se joignent à nous, mais il n'y en a pas non plus dans notre quartier. C'est vrai que tu as raison de pointer ça quand même, parce que effectivement c'est ultra important de développer les ressources pour les victimes. C'est aussi primordial de développer les ressources pour les auteurs, parce qu'il faut aussi creuser le fond du problème, la source du problème, mais au-delà de ça, justement, c'est tout ce qui va être en amont. Et comme tu disais tout à l'heure, le fait de voilà, on essaye de guérir, mais est-ce qu'on met les moyens pour prévenir? C'est encore la difficulté aujourd'hui, quoi. Oui, puis on voit, il y avait une série que je trouvais vraiment intéressante qui est M'entends-tu? Je pense que je l'ai proposée à plusieurs reprises, mais il y avait dans cette série-là justement une femme qui était victime de violence conjugale, puis l'homme n'était pas, tu sais, des bons moments, des mauvais moments, puis là, on se rattache au bon moment, puis ensuite, là, un épisode de violence, puis là, le lendemain, il rachète des fleurs, tu sais. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Oui, c'est ça. Qui est typique de presque toutes les relations de violence conjugale. Parce qu'encore là, c'est ce qui fait que la victime ne quitte pas, c'est ce cycle-là duquel c'est très difficile de se défaire. Donc oui, il va y avoir, on commence avec une période de tension au début de la relation. On est dans la période où, quand on dit on a l'impression de marcher sur des œufs, là, on a peur de dire quelque chose parce que ça peut causer une réaction chez l'auteur de violence. Et là, éventuellement, la tension augmente et là, il y a une agression. Et là encore, il faut faire attention, c'est pas nécessairement une agression physique. Ça peut être un cas de violence psychologique. Et par la suite, la période de justification. Oh, je m'excuse, si tu n'avais pas porté ça, si tu n'avais pas dit ça, si tu n'avais pas fait ça, j'aurais pas réagi de même. Et après ça, la période lune de miel, où oui, c'est là on amène les fleurs, puis je m'excuse, je ne le ferai plus jamais. Et le cycle reprend. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement que les personnes qui sont victimes vont souvent venir à partir au moment où il y a eu la crise, donc vont venir chercher de l'aide. Sauf qu'en fait, le moment qui est super important pour nous aussi, c'est le moment de la justification. C'est-à-dire que est-ce que la personne qui est victime finalement va culpabiliser et du coup se remettre en question. Et alors là, à partir de là, effectivement, on peut se dire qu'il y a une forme d'emprise qui s'est mise en place et qui peut rendre difficile la sortie de la situation de violence. Et on peut aussi voir qu'au fur et à mesure du temps, quand les violences s'intensifient, la période de lune de miel qu'on voit où tout est beau, tout est rose, en fait tend à s'effacer également, et donc on passe à un cycle à 3 phases et non plus à 4. Donc, Et justement, comment on fait pour travailler avec ces personnes? Parce que j'imagine, là on a parlé du cycle du côté de la victime. Si la victime a la force, elle va peut-être aller chercher de l'aide, puis là il y a tout un tas d'obstacles à ça, j'imagine. Le premier étant la peur. Vous, comment vous recevez ça, et qu'est-ce que vous faites concrètement avec des personnes victimes de violences conjugales ou à veille d'être victime? Fait que la première étape, c'est d'accompagner la femme. Donc, en premier, pour qu'elle puisse se reconnaître le fait qu'elle est dans une situation de violence conjugale. Parce que quand je dis subtil, ça l'est encore plus quand on est dans la situation. Donc, c'est d'être en mesure, comme Anna disait, de reconnaître. Oh, bonjour, période de justification, je me sens coupable. Pourquoi tu te sens coupable? Donc, c'est de reconnaître la situation dans laquelle elle est. Puis, une fois qu'elle reconnaît la situation, de l'accompagner et vraiment de s'assurer que c'est elle qui va faire les choix sur ce qu'elle veut avoir comme solution.
Ça, c'est très important. Je le nomme parce que souvent, lorsque les gens tentent d'accompagner une victime, hein, ce qu'on veut, ben, laisse-le. Hein, quitte. Et malheureusement, c'est pas toujours la solution qui est prise pour plein de raisons. Donc, c'est vraiment important d'accompagner la femme et de respecter les choix qu'elle fait. C'est certain, si jamais on en vient à penser qu'elle est en danger, à ce moment-là, on agit. On appelle le 911. On a l'obligation de déclarer la situation quand même. Voilà, là, dans les moments où il y a des hauts risques, où on considère qu'il y a des hauts risques homicidaires, par exemple, si on saisit la cellule d'action concertée, là, on a le droit de lever la confidentialité, par exemple. Mais ouais, ce qui va être important aussi dans l'accompagnement, ça va vraiment être l'écoute active qu'on accorde à cette personne qui vient nous voir et qui vient nous déclarer son histoire, et de le faire de manière bien évidemment non jugeante. Et surtout d'écouter ce dont la personne a besoin. Des fois, la personne a juste besoin de venir parler dans un premier temps et souhaite pas du tout à ce moment-là sortir de la relation. Alors nous, notre travail, ça reste quand même de rappeler qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive, que le seul responsable, c'est l'auteur des violences. Mais c'est aussi de lui faire comprendre que si jamais elle a besoin de reparler ou si jamais elle a besoin d'aller plus loin, que nous, on a créé un lien de confiance et qu'on peut être là pour l'accueillir, pour la réécouter, pour l'accompagner au besoin. C'est important de garder la porte ouverte. Le safe space, là. C'est ça. Puis qu'elle sait qu'elle peut revenir, qu'il n'y aura pas de jugement. C'est ça. Puis, tu sais, je donne des ateliers de sensibilisation pour justement aider les personnes à mieux reconnaître et mieux accompagner. Puis, une des choses que je leur dis, parce que c'est souvent ce qu'on entend, oui, mais elle quitte pas, puis elle reste. Fait que moi, je lève les bras si elle ne veut pas quitter. Puis, il y a une étude qui avait été faite et qui indiquait que ça pouvait prendre entre 7 et 8 fois qu'une femme quitte avant de quitter définitivement. Donc, elle va quitter, et là, l'auteur de la violence va revenir, puis ma chérie, je m'excuse, je ne le ferai plus. Elle revient. Ça peut être pour... elle ne trouve pas de logement. Donc, pour plein de raisons, elle va retourner dans leur relation. Donc, elle peut faire ça 7 à 8 fois avant de finalement quitter pour de bon. Fait que c'est pour ça qu'il faut être patient, il faut être à l'écoute. Pouvoir l'accompagner. C'est pour ça que c'est difficile. T'sais. Ce qui est important aussi pour les intervenants dans ces moments-là, c'est de pouvoir de pas forcément rester seul avec ça, parce que ça peut aussi parfois se dire, pour certains, ça peut créer des frustrations. On se dit, mince, on était tellement proches et au final, ça fonctionne pas. Mais c'est aussi comprendre que c'est le parcours personnel de chacun, chacune, et que voilà, c'est des choses qui vont arriver, et qu'en tant qu'intervenant, même s'il peut y avoir de la frustration, faut continuer, il faut persévérer, il faut quand même continuer à adopter la posture qu'on a adoptée depuis le début d'écoute. Puis là, on parle même pas de tout le contexte religieux, culturel. Tu sais, la femme peut vivre de la violence de la part de son entourage si elle tente de quitter la relation. Donc, des fois, elle peut choisir de rester dans la relation parce que la violence qu'elle va vivre de son entourage, l'isolement qu'elle va connaître de son entourage peut être encore pire. Il y a aussi, on en a parlé un peu tantôt, toute la question de la violence post-séparation. On le sait que la violence va souvent s'intensifier une fois que la femme fait le choix de quitter la relation. Ça, les femmes en sont conscientes. Tu sais, la majorité des féminicides sont arrivés à des femmes qui avaient quitté la relation. Donc, des fois, le mal que tu vis est moins pire que le mal que tu peux... Et c'est surtout que aussi, dans tous les cas, la violence, elle peut prendre plusieurs formes. Et par exemple, post-séparation, ce qu'on peut voir de manière assez courante, c'est les auteurs qui vont utiliser tout ce qu'ils peuvent sur le point de vue judiciaire pour éterniser plus et encore tout ce qui va être le moment de la séparation, pour faire des fausses dénonciations, pour l'envoyer en cours, pour la question du logement, pour d'autres questions. Et des fois, tu as des procédures qui peuvent prendre ce qui aurait pu prendre 1 an si tout s'était bien passé, peuvent prendre une dizaine d'années de procédure sur procédure sur procédure. La garde des enfants. C'est ça. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, justement, où une personne spécialisée en droit a continué encore et encore et encore d'utiliser toutes les ressources possibles sur le point de vue du tribunal pour faire chier. Voilà. Voilà. C'est quoi l'après quand on survit à cette violence? C'est se rebâtir. Se rebâtir? Se rebâtir. Puis ça, je le dis souvent, ça peut prendre 1 an, 2 ans, ça peut prendre 10 ans.
moi, je donne souvent mon cas en exemple. J'ai vécu quand même 8 ans dans une relation de violence conjugale. Il y a de ça... Là, je vais donner mon âge, mais plus de 25 ans. Il y a de ça depuis 25 ans. Et encore aujourd'hui, je peux me réveiller parce que j'ai fait des cauchemars où l'auteur de violence est présent dans mes rêves, même après 25 ans. Ça disparaît jamais complètement. Jamais. Mais on se rebâtit. Puis sur des bases plus solides. Donc, il y a quelque chose de positif après. Ben on peut être accompagné, on peut réaliser plein de grandes choses, de belles choses. On va parler de manière plus globale. C'est quoi la situation au Québec aujourd'hui? C'est une question large. Ben, c'est un peu, comme je l'ai dit tantôt, c'est que on met beaucoup d'accent sur l'accompagnement des victimes. C'est parfait, mais je trouve qu'au Québec, il n'y a pas assez l'accent qui est mis sur tout ce qui est prévention. De commencer à parler de relations saines, de consentement, de relations égalitaires avec les jeunes pour amener un changement. Ce qui fait que, comme je disais tantôt, encore en 2023, il y a beaucoup trop de féminicides. Il y a une augmentation du nombre de signalements de violences conjugales. Ce qui peut être bon d'un côté, ça peut vouloir dire aussi que les femmes le nomment plus, qu'elles vont signaler plus, mais ça peut aussi être le fait qu'il y a de plus en plus de cas. Est-ce que c'est le financement? Est-ce que je sais que vous allez dire oui, on en aimerait toujours plus. Je sais même pas pourquoi tu poses la question. Mais je pense qu'il y a plein d'autres choses. Justement, au début d'émission, on parlait de cette espèce d'idée de la femme battue qu'on a, ou la femme pauvre, ou la femme racisée. Passer par la représentation, je pense que ça l'aiderait beaucoup, parce qu'on peut être victime de violence sans se rendre compte que c'est de la violence. Je pense par exemple au gaslighting, qui est un mot très populaire en ce moment, très Instagram. Mais ça existe, les violences psychologiques. Je pense que si on changeait dans les médias, dans le cinéma, dans la musique, comme c'est quoi la violence conjugale, on aurait une meilleure compréhension et peut-être qu'on aurait une meilleure façon de prévenir ça aussi. Je vais vous donner un exemple, puis je vais pas voler le punch à Anna parce qu'elle va vous parler des 12 jours puis nos actions pour les 12 jours, mais on cherchait un film pour faire le visionnement d'un film dans le cadre de ces activités-là, et on essayait de trouver un film justement qui ne mettait pas de l'avant la violence physique pour justement mettre plus de lumière sur les autres violences plus subtiles. Et c'était pas évident à trouver un film, parce que c'est surtout, on voulait pas un documentaire, on voulait plus fiction pour avoir une discussion, puis il y en a très peu, c'est toujours la violence physique qui est mise de l'avant. Et ça, c'est trompeur, et c'est ce qui fait qu'il y a tellement de victimes qui passent sous silence parce que elles ont pas un bleu, elles ont pas des marques sur le corps. Moi, j'ai une question encore dans le concret, parce que j'ai heureusement jamais été victime de violence. Je ne connais pas de personnes autour de moi, en tout cas, qui n'ont pas annoncé qu'ils l'ont été. J'ai jamais entendu les cris de ma voisine. Comment on fait en tant que citoyenne pour contribuer à éviter ces situations ou à aider quelqu'un qui peut-être est victime de violence? C'est quoi, notre rôle là-dedans? Déjà, je dirais dans un premier temps s'informer sur c'est quoi les violences. On en entend quand même, et les violences de manière globale d'ailleurs, les violences basées sur le genre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de... Là, on a beaucoup mis l'accent sur les violences faites aux femmes. Tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais les violences conjugales, ça comprend toutes les formes de couple. Donc, pas que les couples hétérosexuels. Mais déjà, dans un premier temps, effectivement, l'important, ça va être de s'informer et surtout de savoir bien écouter aussi. C'est-à-dire que quand la personne vient nous dire quelque chose, je pense que c'est vraiment un travail de l'écoute que chacune doit faire également déjà dans un premier temps. L'écoute, puis oui, de se renseigner, parce que tantôt tu sais qu'il y a des signes qui sont subtils, mais il y en a. Tu sais, si votre voisine, toutes les fois vous tentez de jaser avec, que son conjoint
ou sa conjointe s'interpose, qu'on a l'impression qu'elle ne va jamais nulle part seule. Déjà là, il peut y avoir des petites lumières qui s'allument. Fait qu'il y a des signes comme ça qui peuvent nous aider à voir s'il y a une possibilité. Tu parlais de cris tantôt. Tu sais, des fois, ça peut être simplement de parler fort, sans nécessairement qu'il y ait des cris, des mots qui sont utilisés. C'est sûr, il faut faire attention entre chicane de couple puis violence conjugale. Des fois, ça peut être difficile de faire la différence aussi entre les deux, c'est bien ça. sûr. Mais moi, je dis tout le temps, c'est préférable d'appeler la police qui va venir s'excuser d'avoir dérangé une chicane de couple plutôt que de ne pas avoir appelé et que c'était plus qu'une chicane de couple. La police, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, on est rendu où justement avec les relations avec la police par rapport à la question des violences conjugales? Parce que je sais que c'est pas satisfaisant. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Hein, je pense que je peux me permettre, je regarde Anna, je pense qu'on peut se permettre de dire que ça s'améliore. Après, c'est vrai que là, nous, on a des contacts avec des gens de notre PDQ, avec des gens de la SPVM avec qui ça se passe bien, et on voit qu'il y a des actions qui sont prises pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales. Après, c'est vrai que là, nous, on peut parler que par rapport aux relations qu'on a actuellement avec notre table de quartier, oui, voilà, avec notre table de concertation. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quelles sont les pratiques. Par exemple, quelles sont les pratiques en milieu rural où tout le monde se connaît. Comment est-ce que ça se déroule dans ces moments-là? Est-ce que tous les policiers sont effectivement suffisamment bien formés à recevoir des plaintes, sont suffisamment bien formés à comprendre le mécanisme des violences et en l'occurrence également du contrôle coercitif. Est-ce que quand on prend la plainte, les forces de l'ordre vont poser des questions par rapport au contexte de manière globale, ou vont juste cette personne s'est pris une claque à ce moment-là, on fait un rappel à la loi, faut pas faire ça, mais on passe à autre chose. C'est là pour le coup c'est vrai qu'on n'a pas toutes les pratiques particuliers comme c'est tantôt. Puis il y a un groupe que j'ai pas nommé, puis c'est toute la question des femmes autochtones. On sait que là il y a une couche de difficulté encore plus grande. Il y a une couche de difficulté, et d'ailleurs c'est aussi excuse-moi, je te coupe, mais c'est aussi les femmes autochtones et les filles autochtones ne sont pas une grande population au Canada, et pourtant elles représentent une victime sur 5 des situations de féminicide. Donc c'est quand même énorme, considérant qu'elles représentent, je sais plus, 5 ou 6% de la population canadienne. Situation de vulnérabilité probablement également. Elles arrivent dans une nouvelle ville, elles sont seules, peu de moyens, etc. Il y a la nouvelle ville, mais il y a aussi de base toute la question, tout à l'heure, de la communauté, encore une fois, tout le monde se connaît. Effectivement, les personnes qui arrivent dans les nouvelles villes, par exemple à Montréal, est-ce qu'il y a toutes les ressources qu'il faut? Mais même quand elles sont dans leur communauté, je lisais justement ce matin, encore une fois, qu'il y avait eu printemps passé un féminicide de femmes autochtones dans leur communauté, puis ça a passé sous silence. Personne n'en a parlé. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire là. Je pense que, on le disait tantôt, il y a de plus en plus de partenariats, puis je pense que ça, parce que je suis assez, quand même, je suis la cynique du groupe, j'essaie. C'est l'expérience. C'est moi. Mais, tu sais, il y a de plus en plus de partenariats. Pour nous, c'est peut-être été un petit peu plus difficile au début, mais maintenant, on travaille vraiment bien avec tous les différents, que ce soit les différents acteurs, que ce soit au niveau de la SPVM, du CIUS, que c'est des partenariats qui étaient peut-être pas naturels avant, mais que là, s'en viennent de plus en plus. C'est vraiment très appréciable justement de pouvoir travailler en collaboration comme ça sur de telles thématiques, parce que c'est compliqué de travailler sur la question des violences conjugales intrafamiliales sans impliquer des personnes qui vont directement être auprès de ces publics et qui ont une importance dans la chaîne de soit de réparation, soit judiciaire ou autre. Ça permet d'échanger, j'imagine, des expertises, des cas, des connaissances, des pratiques, donc des fois de s'inspirer l'un de l'autre. Là. Absolument. On a tellement des fois tendance à travailler en silo, puis pas nécessairement savoir qu'est-ce que les autres font. Puis je reviens encore, là, sur notre site, c'est vraiment pour essayer d'avoir un endroit où on va pouvoir trouver tout à un seul endroit, puis nous diriger. Parce que il y a beaucoup de choses qu'ils font, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'outils.
Mais il faut savoir je sais pas. comment les trouver, c'est ça. Le réflexe, c'est d'appeler le 911 et pas forcément de... Et encore, le réflexe, c'est pas toujours d'appeler le 911 parce que c'est vrai que même si les relations s'améliorent, il y a quand même des fois le dévoilement il est compliqué parce qu'il y a une méfiance aussi envers les institutions et notamment méfiance envers tout ce qui est police. Donc pour des victimes, des fois le dévoilement et appeler le 911, c'est pas du tout quelque chose qui est envisageable. Donc tu parlais, excuse-moi, Hélène, de représentation, puis j'ai longtemps eu cette image, effectivement, de la victime comme étant un certain profil. Puis il y avait une exposition au musée qui m'a beaucoup marqué, puis c'était justement, il y avait mis les vêtements des victimes de viol ou de violence, puis c'était très disparate, là, on n'était pas du tout dans un profil, donc l'idée de la représentation, je trouvais effectivement très, très importante. Puis c'est là qu'on voit tout ton background en muséologie. Bravo. mais c'est vrai, puis je vais faire un peu de pouce là-dessus, si vous me le permettez. Avec le mouvement MeToo, moi aussi, il y a beaucoup de personnalités, de femmes bien connues dans différents secteurs qui sont venues de l'avant pour dénoncer les agressions dont elles avaient été victimes. Au niveau des violences conjugales, intrafamiliales, c'est plus difficile parce qu'il y a encore beaucoup de tabous. Donc, il y a peu de figures de proue, si vous voulez, au niveau... Donc, c'est plus difficile. Quand on peut s'identifier à une personne, tu sais, je pense entre autres à Laurence Chalbert, qui, elle, a parlé de ce qu'elle a vécu en tant que violence conjugale. Ben, lorsqu'une femme voit ça, OK, elle l'a vécu aussi. Donc, tu sais, je peux peut-être me permettre aussi d'en parler. Donc, c'est important, absolument, la représentation. Qu'on sente qu'on n'est pas seul, puis qu'on n'est pas... D'avoir des modèles aussi, là, tu sais. Inspirant. Effectivement, c'est une femme qui a une carrière, c'est pas juste la personne qu'on connaît pas à côté de la rue, c'est n'importe qui, ça peut être touché par ça. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le 6 décembre, c'est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada. Et le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. Un peu ironique, on appelle encore ça comme ça. Donc, du 25 novembre au 10 décembre, ce sont les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. C'est quoi? Miroir. Fait je pense que c'est dit, là, c'est ça. C'est du 25 novembre au 6 décembre, ça se termine la journée de commémoration nationale. Et c'est tout simplement une série d'activités un peu partout pour justement se permettre de parler de violence et différentes formes de violence. Donc, nous, à Opération Cocon, on a mis en place une série d'activités pour à peu près une activité à tous les jours, sous différentes formes. Oui, sous différentes formes. C'est pas forcément des activités en présentiel ou autre, mais on essaie de... C'est ça. Puis pour mettre vraiment, justement, la lumière sur les différentes formes de violence et les populations plus vulnérables. Tout à fait. Je te laisse continuer. Ça marche. Ouais, on travaille dur avec ma collègue Maude pour prévoir différentes actions. Donc c'est vrai que là, on a au début, on s'était demandé si on faisait une action par jour. On s'est dit que ça allait être un peu compliqué, un peu énergivore. Donc on a privilégié plutôt 3-4 actions pour le moment. Donc effectivement, avec un ciné de discussion. Donc on est encore en train de... On a normalement choisi le film. On est encore en train de s'assurer que ce soit bien le bon, mais voilà. On aimerait beaucoup faire un panel aussi pour aborder justement la question des violences dans les relations intimes et amoureuses, mais en abordant différents obstacles, différentes oppressions systémiques, donc avec notamment un organisme qui travaille avec les personnes migrantes, un organisme qui travaille avec les personnes des populations LGBT et un organisme qui travaille avec les personnes en situation de handicap. Donc on est toujours sur l'organisation de cette table ronde. Effectivement, oui, distribution des rubans blancs, on a prévu de faire ça, là, un peu le symbole des 12 jours. Normalement, il va y avoir aussi une
forme de levée de drapeau. Débordé. Il a débordé l'organisme. Une forme de levée du drapeau pour marquer justement le début des 12 jours. Et puis on terminera en partenariat avec d'autres organismes, et on terminera avec le 6 décembre en partenariat avec différents centres de femmes pour faire un petit événement sympa autour de la commémoration entre la possibilité des citoyens et citoyennes de découvrir c'est quoi les centres de femmes, quels sont les centres de femmes qui sont présents, puis ensuite d'avoir un petit dîner tous ensemble et de terminer sur une petite pointe artistique. C'est un peu le but de cette commémoration. Moi j'ai une question marketing. Est-ce que les gens sont attirés par ces activités-là? Est-ce que le fait de parler de violence, qui est un terme dont on n'a pas envie de parler, l'idée de tabou justement, hey, venez, on va parler de comment on se fait taper sur la gueule ou harceler par nos conjoints, est-ce que les gens, monsieur, madame, tout le monde sont prêts à participer à ça? Déjà, on évite de le présenter comme ça, effectivement. Okay. Faut vraiment y aller marketing, parce que non, c'est même chez nous, Info-Femmes, lorsqu'on veut faire des ateliers où on va parler de violence, on va dire, on a un atelier qui s'appelle « Pour le meilleur ou pour le pire ». On est parlé de relations, les relations amoureuses, les stéréotypes. Donc, on va y aller plus au niveau des relations, mais c'est sûr que là, on va parler de ce qu'on peut vivre à l'intérieur de cette relation-là. Mais oui, il faut pas parler de violence. Je vais être seule dans la salle. Et puis c'est vrai que c'est compliqué d'arriver et de dire dès le début d'une activité, de dire on va parler, bam, on y va sur les violences. Bon, là, pour les 12 jours, ce sera aussi peut-être un peu différent. Mais effectivement, pour les activités, par exemple, chez Info-Femmes, il y a plein de versants, plein de facteurs qu'on peut discuter avant d'échanger sur les violences qui vont nous amener petit à petit à aborder la question des problématiques dans les relations intimes et amoureuses. Mais je vous dirais que depuis les 3-4 dernières années, je sens quand même que les gens sont plus ouverts à en discuter, parce que justement, on a vu l'augmentation des féminicides, ça touche. Puis, tu sais, je sais, Hélène, tu disais, tu n'avais personne dans ton entourage proche, mais souvent, c'est ça, c'est que les personnes n'en ont peut-être pas parlé, parce qu'au nombre de personnes qui sont victimes, il y a toujours une personne dans notre entourage qui a connu ça. Donc, les gens veulent être mieux outillés, justement, pour pouvoir reconnaître, accompagner. Nous, on a donné une série, là, 2 ans, une série d'ateliers pour sensibiliser la population. Puis, on a au-dessus de 500 personnes là, qui ont participé. Oui, okay. Pas à un événement, mais à plusieurs événements. Fait que les gens ont, je vous dirais, là, ce souci d'être plus renseignés. Fait que ça aussi, c'est une note plus positive. Pour ce qui est des violences intrafamiliales, ça peut concerner les enfants ou les personnes aînées. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain? Je pense aux écoles, au CHSLD, ou c'est pas encore... C'est pas encore très développé. C'est pour ça que c'est important pour nous de l'ajouter. Pour le moment, on n'a pas développé forcément des partenariats avec les écoles ou autres, mais c'est vrai que ça reste un objectif. Oui. On avait des CPE qui s'étaient présentés au tout début, mais oui, c'est beaucoup à travailler, à développer. C'est pas encore très connu. On parle de marketing. Moi, je vous dis déjà félicitations, parce que Opération Cocon, ça semble tellement rassurant. Oui. C'est réconfortant. J'ai le goût de prendre un petit café en regardant un film avec une couverture. C'est vraiment très réconfortant, donc bravo. Ça a été très réfléchi. Puis notre logo, bon, on n'est pas sur du visuel, là, mais notre logo, c'est un genre de petit cocon avec fil d'or. Et ça rappelle l'art japonais que là, je le connais, puis là, le nom ne viendra pas. Sur votre site. Oui, c'est ça. Mais c'est un art qui consiste à prendre de la porcelaine qui a été cassée, abîmée, et de la recoller ensemble avec un fil d'or. Fait que c'est un peu ça, quand on dit rebâtir après une situation de violence conjugale, on trouvait que c'était un beau symbole. Rebâtir en mieux, finalement. Plus solide, plus... Rebâtir à partir aussi de ce qu'on a vécu et réapprendre à vivre avec. C'est ça. Il y aura des actions partout dans le Québec? Oui, bah là déjà il y a plusieurs organismes rien que sur l'île de Montréal qui prévoient différentes actions, donc effectivement je crois que la table des groupes de femmes de Montréal va, si je me trompe pas, va republier un peu, avait parlé potentiellement de publier les différentes actions qui vont se passer sur l'île, donc oui.
Si vous allez à un moteur de recherche, mettez 12 jours d'action, vous allez vous rendre sur un site qui vous donne toutes les actions. Avez-vous l'attention que vous désirez de la part des médias aussi, qui ont un énorme rôle à jouer dans la représentation, entre autres? Ben, pour nous, là, je vais faire un petit... la Merciès, on a perdu nos médias locaux. Oui, ça c'est un problème. Ça, c'est un gros problème pour nous parce que c'était une façon de quand même renseigner la population locale. Parce que c'est sûr, si on fait quelque chose à Merciès, c'est pas les gros journaux qui vont se déplacer ou les gros médias qui vont se déplacer pour venir nous voir. Fait que ça, c'est un gros trou. On trouve ça vraiment malheureux. Je suis bilingue, donc je suis un petit peu porte-parole auprès des médias anglophones qui suivent de près qu'est-ce qu'on fait. Fait que ça, on a une belle couverture là. Mais sinon... sinon, il n'y a pas grand-chose. Radio-Can, non, ça se déplace pas, la presse. C'est pas... ça en parle. C'est vrai que quand tu tapes 12 jours d'action, il y a beaucoup, beaucoup de ressources, soit dans le communautaire, soit de la part des journalistes, mais il y aurait tellement à faire au niveau de l'affichage, au niveau de rejoindre les jeunes aussi, peut-être des réseaux sociaux, en tout cas. Oui, parce que vous avez quand même mis énormément de temps et d'énergie. Bravo à ce niveau-là. Déjà, 12 jours, 12 actions en gestion de projet. Je vous dis bonne chance. Mais non, félicitations pour cette initiative-là. Puis, c'est porteur. C'est très, très porteur. Si vous aviez quelque chose à nous recommander pour terminer, pas nécessairement de plus léger, mais de peut-être plus accessible que aller lire des gros pavés sur c'est quoi la violence, comme, je sais pas, justement un film à regarder, un documentaire, quelque chose qui a été écrit, qui est accessible à toutes et tous. Ouais. Moi, j'avoue que là, je pense à plein de films ou autres là, qui me passent en tête. Pas forcément à proprement parler sur la violence dans les relations intimes et amoureuses. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Les couilles sur la table, donc, qui aborde la question des... C'est un podcast féministe, mais qui va aborder toutes les questions d'un point de vue... Enfin, sur la question des masculinités. Donc, c'est vraiment très intéressant, complet. Après... Il y a le livre que tu avais suggéré dans notre infolettre. Tout à fait. Donc, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Le privilège de dénoncer, qui est pas mal aussi et qui est super accessible. Donc voilà, ça peut être ces ressources-là. Après, en film, j'avoue que c'est pas des films très légers que j'ai en tête. Donc, si on veut résumer, le privilège de dénoncer les couilles sur la table, c'est ça c'est ça qu'il faut regarder. C'est des choses que je conseille, mais en même temps, je peux pas dire là tout ce que je peux vous conseiller. Ça peut prendre un peu plus de temps. Non, c'est déjà un bon début. Oui. C'est un très bon début. Merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces ressources, toutes ces réflexions que vous avez partagées avec nous. Cette émission est diffusée dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Petit disclaimer de fin, oui, il y a aussi des hommes victimes de violences. Souvent, c'est un argument qu'on utilise pour faire taire les violences faites aux femmes. En tout cas, la violence n'a pas le d'être, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni dans le milieu familial, auprès des aînés, auprès des jeunes. Donc on va se renseigner, on va lire sur le sujet, on va écouter des podcasts, voir des films, on va essayer de se présenter aux activités qui sont faites dans les 12 jours d'action. Linda Bass, coordonnatrice aux activités au service d'InfoFemmes, et Anna Loyer, chargée de projet pour Opération Cocon, une initiative d'InfoFemmes également. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Jeff, désolé, t'as été au régime cette semaine. Ouais, c'est peut-être moi mon sujet de prédilection, mais c'est excellent, très très instructif. Puis Linda tantôt parlait du fait que il n'y a plus de journaux locaux dans les quartiers autant qu'avant, mais il y a clairement Apéro Cigare pour en parler. On en parle tout le temps, partout. Vous êtes génial. Merci. Merci à vous pour l'accueil. On se voit bientôt et bonne écoute, bonne émission, bonne semaine. Je dis n'importe quoi. À bientôt. À bientôt. Salut.